c'est Sophie Peters. Je suis avec vous chaque soir durant ce mois d'août pour parler avec vous de votre vie, de ce qui vous préoccupe en ce moment où vous rend heureux. Nous sommes vendredi, veille de week-end du 15 août. Ah, c'est dommage, pas de jour férié cette fois-ci. Ça tombe un dimanche le 15 août, mais c'est peut-être aussi pour vous une veille de retour de vacances ou une veille de départ avec des interrogations, des émotions nouvelles ou anciennes. Vous pouvez tout nous confier en appelant dès maintenant au 39 21. Je suis là pour vous répondre, pour vous aider. Ce soir, c'est Tassiba et Théo qui prennent avec une oreille toute attentive vos appels et Philippe Chartier qui réalise avec talent cette émission. Vous pouvez réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne sur le site de l'émission en allant sur europe1.fr à l'émission Libre Antenne ou par SMS au 7 21 21 code de nuit. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 39 21. J'attends vos appels. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors, Claire, c'est toujours de démarrer l'émission, on est toujours un peu impressionnée. Alors, vous voulez nous parler de votre relation avec votre amie, c'est ça ? Oui. Oui. En fait, ça fait hier soir et avant-hier soir, j'ai entendu à peu près les mêmes histoires, donc ce sera peut-être un petit peu répétitif. Oui, mais j'ai cru comprendre, que ça avait des points communs, effectivement. Tout à fait. Donc, je vous résume un petit peu parce que c'est assez long, mais bon, ça fait 6 mois. J'ai rencontré une personne dans une soirée et c'était le coup de foudre réciproque. Donc moi j'ai 45 ans, j'ai déjà des enfants, j'ai eu pas mal de petits soucis avant. Donc ça faisait 8 ans que j'étais seule. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment bien. Et une semaine après notre rencontre, il habitait donc chez moi. De décision commune. Et, ça va vite. Ça va vite. Ouais. Mais c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Ouais. Et puis quelqu'un de très gentil, très amoureux, très attentif. Il m'a beaucoup aidé dans tout, la cuisine, le repassage, le jardin, enfin vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tout d'un coup vous aviez vraiment un compagnon qui vous aidait après toutes ces années. Et lui était également seul depuis longtemps ? Oui, lui ça faisait 6 ans, donc à peu près comme moi, de vie seule. Donc chacun très envie d'être à deux. Voilà. En premier lieu, moi, je ne voulais plus vivre avec quelqu'un parce que j'avais une vie avec mes 3 enfants qui se déroulait très bien, une certaine liberté, donc que j'appréciais. Et comme j'avais eu un mariage difficile, je souhaitais pas revivre avec quelqu'un, mais là, ça a été quelque chose qui m'a paru évident. Mm-hmm. Donc voilà. Bon, pendant le premier mois, c'était vraiment très bien. Et petit à petit, j'ai ressenti des choses, des jalousies bizarres, des questions, je me sentais un petit peu surveillée, un petit peu. J'étais plus très si à l'aise. Oui, si à l'aise. Plus moi-même. En fait. Voilà. Et donc ça a pris des proportions très importantes. Quand j'étais au travail, il m'envoyait des messages et si je répondais pas, j'avais des réflexions le soir. Il m'appelait je travaille à l'accueil dans un bureau, donc il m'appelait sur le fixe. Si je répondais pas au portable, si je disais que je pouvais pas répondre, il n'était pas content. Quand j'avais des messages de mes enfants, il fallait que je lui montre pour prouver que c'était bien eux et non pas quelqu'un d'autre. Sur la façon de m'habiller, ça commençait à être quelque chose un petit peu, des réflexions sur un décolleté pour le travail. Enfin, tout des choses qui, petit à petit, ont commencé vraiment à me stresser. Et je me justifiais de tous mes retards, même de 5 minutes. J'étais plus moi-même, mais j'étais tellement amoureuse, je suis, on peut dire encore, que je me disais, il est comme ça, il est tellement bien que je vais faire pour le rassurer. Enfin là, il est plus tellement bien, Claire. Non. Oui. Non. Donc, il est toujours resté très gentil, avec mes enfants, très de service, à tout point de vue. Mais dans les 6 mois, il est parti 6 fois. Alors donc, dès que quelque chose lui paraissait bizarre, il prenait peur et il partait, mais en laissant tout, ses affaires. Il prenait ce qu'il avait sur lui et il s'en allait, sans prévenir.
Et donc, première fois, j'ai dit pas de deuxième fois pas de troisième pas de quatrième, etc., etc. Et puis, dans ces 6 mois, il a dû faire 3 semaines d'hôpital psychiatrique à sa demande parce qu'il était un peu dépressif avec un parcours très difficile dans sa jeunesse et dans son mariage. Donc il était battu par son père. Après, sa femme l'a battu, l'a séquestré. Donc il a eu une vie très difficile et donc c'est pour ça que je tolérais ses peurs. Et donc, il y a une semaine, tout allait bien, on était très bien. La veille des vacances, on programmait plein de choses, des travaux. Enfin, il voulait faire plein de choses ici, dans la maison. Et le dimanche matin, il était 11h, tout allait bien. Je suis partie au pain. Et puis d'habitude, il voulait toujours venir avec moi, parce qu'il voulait jamais que je parte toute seule. Donc je lui ai proposé, il m'a dit non, je prends ma douche. Et je suis rentrée, il était parti. Donc il a à nouveau tout laissé ses affaires. Il a pris une valise de papier important. La semaine avant, il avait fait ses changements de numéro de plaque d'immatriculation parce qu'il n'était pas dans le même département. Il avait tout changé, ses papiers, tout, enfin, officialisé quelque part, quoi. C'est dur ce qui vous fait vivre, la Claire. Vous voyez, c'est pas... C'est pas correct, vous voyez, envers vous. Oui, comme vous l'expliquez, il a une histoire un peu lourde, des problèmes. Il a pas franchement réglé tout ça. C'est le signe. La jalousie, quand elle est à ce point-là, elle fait de l'autre un objet. Vous voyez, donc c'est maladif, à ce point-là, la jalousie. C'est tu m'appartiens et t'es tout à moi, mais en tant qu'objet de satisfaction et pas en tant qu'individu et pas en tant que personne. Donc c'est nier l'autre, c'est l'annuler, c'est faire en sorte qu'il soit tout à soi, rien que pour soi. Mais une relation, c'est important d'être deux, c'est important d'exister l'un et l'autre et l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, vous voyez. Et là, vous et en plus, c'est d'autant plus difficile pour vous là ce que vous vivez, c'est qu'il a été parfait au début, vous voyez. Et ça rejoint effectivement les cas qu'on a entendus cette semaine, d'un profil de personnes qui au départ est dans la séduction. Donc il est dans cette perfection et vous tombez sous le charme. En plus, vous l'avez bien raconté, vous êtes évidemment, au bout de tant d'années, dans un vrai besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter, vous vous rendez compte de tomber sur un homme qui vous aide dans votre charge quotidienne. C'est énorme, ça. Donc, je comprends. Vous voyez, que vous soyez tombée amoureuse, oui, puis bien sûr. sûr. Plein de compliments, des compliments au quotidien. Je t'aime, c'est ma moitié. Sans toi, je peux plus vivre. Si je lui lâchais la main, ne serait-ce que 5 minutes dans un magasin, c'était un drame. Je n'osais même plus croiser les gens parce que... Oui, vous savez que Claire, pour vivre une relation de couple ou d'amour équilibré, chacun a besoin d'être un peu autonome. Là, votre compagnon, il n'est pas du tout autonome. Et vous pouvez pas, vous allez vous faire mal à prendre en charge un tel homme pendant longtemps. Oui, alors évidemment quand vous dites j'ai encore des sentiments pour lui, oui, parce que vous avez été touché par lui, touché par son histoire, parce que on a envie d'aider, on a envie de se sentir utile aussi, on a envie de donner de l'amour tout simplement et vous êtes là-dedans, vous voyez. Voilà. Mais le problème c'est qu'en continuant comme ça, c'est vous qui allez vous blesser. Oui, tout à fait. Donc pour les 5 fois, je les ai comptés quand même. J'ai toujours demandé de revenir et lui m'envoyait des messages, dis-moi de revenir, je t'aime, je suis rien sans toi, donc je l'ai fait. Et puis donc dimanche, donc je l'ai pas rentré et lundi, j'ai pour la première fois, je sais pas ce qui m'est arrivé, je lui ai dit ne rentre plus, ne m'appelle plus. Ah, c'est bien, Claire. C'est bien. Et puis j'ai quand même eu un message dans la nuit. Ah bah oui, il va vous harceler. Sûr, bah oui. Mais un seul message, que sans moi il n'était rien, que j'étais l'amour de sa vie, qui m'avait pas rendue heureuse, qui me demandait pardon, mais qui m'aimait, etc. Et je lui ai répondu un message bateau. Je veux dire, je ne me suis pas adressée à lui en direct. Je lui ai dit la situation est là avec sa difficulté. Et une grande souffrance, et je lui ai mis je prie le bon Dieu de m'aider à supporter et point, terminé. Voilà. C'était quelque chose un petit peu pour lui dire
j'ai la souffrance, mais je me battrai pour la supporter, quoi, mais sans lui demander de revenir. Oui, c'est bien clair parce que vous prenez là, vous voyez à votre charge. Là, vous êtes dans l'autonomie, c'est que vous prenez en main votre destin, si j'ose dire. En tout cas, par rapport à ce que vous ressentez, même si vous devez en souffrir. Et là, c'est courageux et protecteur également pour vous. Oui, et c'est protecteur aussi par rapport à mes enfants. Oui. Tout à fait. Parce que je sentais qu'ils s'attachaient à lui et je sais qu'ils en ont souffert parce que je les ai délaissés, contrairement à l'habitude, pour aller le voir. Oui, vous culpabilisez pas. Oui, c'était tout neuf, vous étiez en nouvelle relation. Vous pouvez l'expliquer ça à vos enfants, vous savez, Claire? Oui, c'est ce que je fais. Oui, c'est bien, leur dire, voilà, maman elle était toute seule. Oui, vous avez eu un gros coup de cœur et vous avez eu tout d'un coup, ce besoin. Bon. C'est quoi? C'est quelques semaines, vous voyez, puis en leur expliquant, ils peuvent comprendre. Oui. Donc en écoutant vos émissions, les 2 dernières en particulier, vous avez parlé donc de la manipulation affective. Ouais. Je pense que je suis dans la situation. Oui, voilà. Je crois aussi, Claire. Voilà. Il y en a beaucoup actuellement. C'est vous savez, en fait, à l'époque c'est intéressant d'ailleurs quand on regarde l'histoire de la psychanalyse. À l'époque de Freud, quand Freud a découvert la psychanalyse, il y avait certaines pathologies dans le siècle, dues à nos modes de vie, à leur mode de vie de l'époque, voilà. Oui. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui émergent et finalement et qui font l'objet de recherches, donc d'ouvrages, etc. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voyait tellement à l'époque de Freud, c'est-à-dire au début du XXe siècle, mais qu'on voit beaucoup apparaître avec la société de consommation, cette histoire de manipulation, parce que l'autre devient un objet de consommation. Vous savez, c'est tous ces messages de faites-vous du bien, soyez bien dans votre vie, parce que je le vaux bien, vous y avez droit, etc. Et ça développe un narcissisme un peu exacerbé chez les individus, qui fait que dans la relation de couple, et puis dès qu'on est aussi un peu fragile avec des histoires lourdes, développe ce besoin de l'autre de consommation comme un boa constrictor, quoi. Je te mange et puis je te digère. Claire, on a Mireille avec nous en ligne qui a envie de réagir à votre histoire et qui est dans la même histoire, je crois. Bonsoir Mireille. Oui. Allô ? Oui, bonsoir Mireille. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis quand même un peu impressionnée parce que je pensais pas un jour intervenir parce que je suis une très fidèle auditrice, mais bon, je pensais pas intervenir, mais l'histoire de Claire me rappelle un peu la mienne, un peu, bon, sauf que si vous voulez, c'est pas mon copain qui s'en va, c'est moi qui le mets dehors, quoi. Voilà, en fait, c'est quelqu'un... c'est ce qu'est en train de faire Claire, hein. Pardon ? C'est ce qu'est en train de faire un peu Claire. Oui, mais moi, si vous voulez, ça fait quand même presque 3 ans que je suis avec lui. Oui. Je l'ai rencontré tout à fait par hasard. J'étais pas du tout dans une histoire de rencontre parce que j'ai une vie assez compliquée. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais une vie familiale qui me prend énormément, un travail qui me prend aussi beaucoup de temps. Et donc, je suis quelqu'un qui adore danser. J'allais donc danser. J'ai rencontré mon ami. Et en fait, si vous voulez, c'est une jalousie, mais je connaissais pas, moi, ça. Ah, moi, je connaissais pas ça. Mais à surveiller, où je regardais pas, si quelqu'un me regardait, si quelqu'un me disait bonjour, et ça ne s'améliore pas. Alors, ça prouve, si vous l'êtes à toutes les deux, ça prouve de la part de vos ça prouve de la part de vos compagnons une grande fragilité narcissique. Vous voyez, ils ont besoin d'être assurés en permanence par votre regard. Ils existent à travers vous. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un quand même. Je suis divorcée depuis 25 ans, donc vous voyez, j'ai 59 ans. Et je suis quelqu'un, j'ai élevé mes enfants qui étaient tout petits quand je suis partie de la maison, enfin, pas pour quelqu'un, je suis partie parce que j'en avais ras-le-bol de mon ex-mari. Et je suis partie, j'ai eu une vie quand même difficile avec 2 gosses très jeunes. Et à 50 km de mon travail, c'était pas facile quand même, Et si vous voulez, je dois un peu impressionner les hommes. Et en même temps, si vous voulez, je comptais, mais alors cet homme-là, il me plaisait même pas, ni me plaisait, ni me déplaisait, quoi. J'allais danser, voilà, c'est tout. Et Mireille, quel conseil vous pouvez, vous souhaitiez donner à Claire, le conseil, si vous voulez, moi, c'est plutôt un témoignage qu'un conseil, parce que moi, j'aurais même besoin de conseils. Là, j'en suis au point où je lui ai dit, écoute, on va faire une thérapie où on se sépare, quoi. Moi, je peux pas vivre comme ça.
Il me surveille, il surveille mes kilomètres, par exemple. Moi aussi, c'est pareil. Ah voilà. Alors une fois, il a pris une colère. Alors en plus, je fais toujours le même parcours. Il est arrivé dans une colère noire. Tu allais où? Qu'est-ce que tu as fait? Et je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu rigoles ou quoi? Alors en plus, 25 ans de divorce, j'ai jamais refait quoi que ce soit. Je vis seule depuis 25 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, si vous voulez, me le dire. En plus, je fais rien de spécial. Vous savez, je suis quelqu'un de vache. Autant je suis tolérante, mais sur la fidélité, je suis intolérante. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse dire à quelqu'un, bon voilà, on se quitte parce que finalement on s'entend plus. Mais je me vois pas. Bon, vous me direz, j'ai peut-être pas eu l'occasion, mais je me vois pas avec. Et là, c'est fini, Mireille, c'est fini. Pardon. C'est fini avec votre. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Par contre, nous vivions ensemble, si vous voulez. Parce qu'au bout de 6-7 mois, on était tout le temps ensemble. Il m'a dit, écoute, c'est bête, on pourrait vivre ensemble. Et je lui ai dit, il y a 2 mois, je lui ai dit, non, je ne vis plus avec toi. Je peux plus. Voilà. Ouais. Alors il m'a dit, écoute, de toute façon, ou bien c'est comme ça, tu prends des risques. Je dis, écoute, les risques, je les prends, on verra bien ce qui se passe. Ouais. Alors Claire, vous êtes prête à prendre des risques aussi? Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir bien analysé la chose. Oui, tout à fait. Parce que je suis veuve en fait, du père de mes enfants. Oui. Donc ça fait 8 ans que je vis seule, que je m'occupe de la maison, de mes enfants, de mon travail. Donc c'est vrai que, comme dit Mireille, on impressionne un petit peu parce qu'on est capable de faire des choses. Donc il me disait toujours que t'as pas besoin de moi, mais je disais, j'ai besoin de toi. Oui, mais il faut que vous sachiez toutes les deux que ça tombe pas par hasard sur n'importe quel profil de femme. Et c'est ce que j'expliquais également cette semaine. C'est que effectivement, ça tombe sur des femmes plutôt fortes entre guillemets, dans le sens qui ont du caractère, qui sont courageuses, qui ont de l'énergie, puisque ce profil-là se nourrit de votre énergie. Et qu'il a besoin de votre regard pour exister. Donc plus vous êtes forte, brillante, courageuse, plus vous réussissez à tout gérer, à tout manager, vous êtes la personne et la victime idéale de leur maladie, entre guillemets. Vous voyez ? Je voulais vous appeler, ça fait longtemps que je voulais vous appeler à ce sujet d'ailleurs. Oui, Mireille. Oui, et vraiment, vous voyez, Olivier vous dit, laissez tomber, bon courage, vous pouvez, toutes les deux trouver mieux. Je crois aussi que ça tombe aussi sur des... Alors, je parlais de la personnalité du type de femme sur lequel ça tombe, mais aussi sur des femmes fragiles sur le plan narcissique, pour le coup. Et qui ont besoin d'être rassurées par le regard d'un homme, et elles prennent au départ ces formes de jalousie pour de l'intérêt. Et c'est le piège, on se dit, oh là là, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'il m'aime, en voilà un qui est jaloux. Alors, moi, je me dis pas ça. Je me dis pas ça parce que je lui essaie de l'expliquer en long, en large et en travers que je ne suis pas son objet. Oui, mais il n'entend pas. Oui, mais enfin au départ, la relation elle démarre parce que on est flatté d'entendre un homme vous dire que vous êtes la femme de sa vie, parce que ce sont ces mots-là en général. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Puis moi, j'étais très amoureuse depuis mon mari. J'aurais jamais pensé être amoureuse comme ça. Ah, mais moi, c'est pas le cas, par contre. Ouais. Moi, ça a été une relation tout à fait... au départ, ça a été très, très dur à se mettre en place. Ça a été le hasard, ça a été son insistance, ça a été... Vous voyez, bon... Oui, mais qui vous a séduit aussi, Mireille. Vous voyez ? Alors là, c'est inconscient. Bah oui. Mais il y a beaucoup de choses inconscientes. En tout cas, merci Mireille de nous avoir appelés. Je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, merci à vous. Oui, merci. Bravo pour votre émission que j'écoute fidèlement. Tant mieux. Merci Mireille de nous avoir appelés. Et Claire, bon courage à vous. Tenez bon. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, je vous en prie. Oui. J'avais une autre question qui est importante pour moi. C'est que j'ai, dans toute cette histoire, beaucoup menti à ma famille. J'ai tout caché. Ah oui. Mais là, je suis obligée de dire la vérité parce que je suis très proche de tout le monde. Et là, ça fait une semaine qu'il est plus là. Et donc, j'ai des questions et je mens, j'invente. Il est parti travailler, il est parti aider sa sœur, il est parti voir sa fille.
Là, il faut que je fasse quelque chose, mais j'ai pas envie. Je sais pas ce que je dois dire, en fait. Je crois, Claire, qu'il faut que vous disiez la vérité à votre entourage, parce que ça va vous aider à tenir. C'est-à-dire que vous allez révéler, vous voyez, vous allez révéler ce que vous portez, et en le révélant, ça va vous tenir et vous aider à tenir dans ce que vous avez finalement décidé. On peut quelquefois décider des choses, mais on n'est quand même pas des robots, donc on décide quelque chose, on sait que c'est bien pour nous, mais il y a des jours on flanche, hein, et puis surtout que voilà, il sait vous parler, vous avez été attaché à lui, vous avez sûrement rêvé un avenir avec cet homme, vous voyez, voilà, il y a beaucoup de choses compliquées. Par contre, le fait de révéler au grand jour qui il est et de plus le cacher, ça va faire exister la réalité de votre relation, et en la faisant exister par rapport à vos proches, ça va vous aider à vous porter. Par contre, protégez-vous aussi du retour des autres, parce que souvent quand on dit les choses, certains se permettent de vous juger. Alors ne les laissez pas vous juger. Oui. Vous pouvez le révéler en vous protégeant. C'est-à-dire, il y a une façon de le raconter. Ne le racontez pas en culpabilisant, en disant un peu, voilà, c'est de ma faute, j'ai pas vu, etc. Non, racontez-le en l'assumant. Parce que vous avez toute légitimité à assumer ce que vous avez vécu dans la situation où vous êtes. Donc voilà, vous avez vécu ça, ok, il y a des choses que vous n'aviez pas vues, maintenant la situation a évolué, elle est comme ça, vous pouvez en faire part à votre entourage, ils n'ont pas à vous juger. Et ne leur donnez pas les moyens de vous juger. Dans la façon dont vous le racontez, hein. Quelquefois on se rend pas compte, on raconte les choses à des amis ou à notre famille, et puis on a tendance à tendre le bâton pour se faire battre. Oui. Et ça, il faut se méfier de ça. Parce que là, les autres, c'est sûr, ils le prennent et ils vous tapent dessus. Et là, ça fait vraiment mal, au lieu d'être une aide. Donc, racontez-le en étant très en confiance avec vous-même, très sûr de vous. Vous avez rien à vous reprocher, Claire, dans cette histoire. Vous voyez ? Non, je pense pas. Non. Voilà. Donc, c'est bien ça. Voilà. Et ça, vous restez ça bien au contact. D'accord ? Et il y a Valérie qui vous dit, après votre vie de mère, vous avez voulu vivre votre vie de femme, ce qui est normal. C'est un jaloux maladif. Il devrait consulter. Bon courage. Voilà. D'accord. Alors, moi aussi, je vous dis bon courage, Claire. Et merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos conseils, votre gentillesse. Et puis, j'écoute votre émission régulièrement. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Bon, formidable. Merci à vous. Merci. Claire. Bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Sophie. Je suis très émue de vous parler. Oui, c'est normal. Je voulais vous parler de mon veuvage, d'un deuil impossible. Et je voudrais vous demander conseil pour savoir comment se relever après le départ imprévu et très subi de l'amour d'une vie. Et voilà, je suppose qu'il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître dans mes propos quand on perd l'amour de sa vie et on continue bancal. Oui. Il vous manque un membre, là. Oui, c'est normal. Je suis comme quelqu'un de désarticulé. J'avance comme un pantin. Et physiquement aussi, vous voyez, quand je suis très mal, je me tords un pied ou un autre. Oui, votre corps, il exprime toute votre souffrance. C'est cela, oui. Il marche. Vous aviez vécu combien de temps ensemble, Anne ? Presque 38 ans. 38 ans. Et il est parti quand ? Il est parti il y a 6 ans, une nuit de juin, un AVC. Il s'est couché, il ne s'est pas relevé. Voilà. Oh là là. Et Anne, vous avez des enfants ensemble ? Oui. Il nous reste 2 filles. Puisque nous avions traversé déjà un énorme drame, c'est la perte de notre fils d'une leucémie. Et nous sommes épaulés l'un l'autre pour nous en sortir. Et lui, il était hors de question qu'il prenne un antidépresseur. Et puis moi, je n'en ai pas pris non plus. Mais on s'entraidait vraiment. Quand l'un coulait, l'autre le relevait. Vous voyez, nous étions vraiment des des vrais compagnons. Des vrais compagnons de vie. Mais oui. Oui, je comprends, Anne, ce que vous disiez. D'ailleurs, vous avez mis 1 an pour réaliser qu'il était mort. Hein. Oui, plus d'1 an. Mais oui, parce que c'est tellement brutal. C'était inimaginable. C'était dans une sidération totale.
Oui. Les amis étaient très étonnés que je n'arrive pas sur la tombe, mais je trouvais bizarre, parce que je disais, mais il va revenir. Non, vous savez, c'est... Je vois vraiment pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle allait faire sur la tombe. Non, mais Anne, c'est normal, vous savez, dans le deuil, on dit qu'il y a 5 phases, hein, et la première phase du deuil, c'est le déni. C'est le fait de nier. Surtout dans les morts très brutales comme ça. Oui. On a tendance à dire, maintenant, c'est pas possible, elle a refusé. Oui, c'est ça. J'ai compris que j'ai lu le docteur, le livre du docteur Christophe Fourré qui est extraordinaire. Oui. Vivre le deuil au jour le jour. Oui, ami veuve m'a apporté. Oui. Mais bon, vous voyez, ça ne résout pas. Mon mari est mort il y a 6 ans. J'ai passé par toutes les phases. Oui, mais vous les repassez en boucle. Hein. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est normal. Voilà, parce que le travail de deuil, si vous voulez, effectivement, comme vous l'avez vu, il y a donc ces 5 phases, hein, que je rappelle pour les auditeurs. Donc le déni, après le chantage, la colère, pardon. On est en colère contre l'autre qui nous a quittés. Le chantage parce qu'on essaye de réinterpréter l'histoire. Et puis la tristesse et enfin l'acceptation. Mais ces 5 phases-là, on passe on met des années, on les revit surtout. Enfin, quand c'est un deuil comme ça qui vous touche si intensément, par exemple, on perd comme vous son compagnon de route de des années, ou son père, sa mère, enfin quelque chose de d'une relation très fusionnelle. Oui. Le deuil, c'est pas les 5 phases qu'on passe tac d'un coup, puis après c'est fini. Mais non, malheureusement, si vous voulez, c'est comme un tambour, un cercle. On va les repasser. Alors, il doit même y avoir des jours où vous repartez dans le déni. Exactement. Bah oui. Et puis je me dis, quand est-ce que ça va finir, parce que... C'est long, Anne, c'est long, parce que comme vous dites, 38 ans de vie commune, vous vous aimiez, vous voyez, vous aviez pas fini votre histoire d'amour. Non. Je continue de l'aimer à travers la mort. Ouais. C'est ça. Non, mais vous savez, en même temps... souvent, les blessures comme ça de la vie, je prends l'image, vous savez, d'un bobo qu'on se fait, on se blesse, on se coupe, on se fait un truc idiot, et puis ça saigne beaucoup, ça fait une plaie, puis ça fait une croûte, etc. Puis après, on va garder une cicatrice. Puis il y a des blessures, les jours de mauvais temps ou on les ressent. Et ça va vous faire la même chose, c'est-à-dire que bien sûr que la blessure, elle va toujours être là, mais elle va petit à petit cicatriser. Et puis en cicatrisant, il y a des jours où un matin vous vous réveillerez, ça fera un peu moins mal. Et puis il y a des jours où il fera tout gris, il pleuvra dans votre cœur et peut-être dehors aussi. Et là, ça va se rouvrir, et ça saignera de nouveau. Ouais. Donc ça va être long, Anne. C'est long, c'est long. C'est long. Je me dis, je vais sans doute passer. Mais perdez pas espoir, parce que c'est aussi un joli travail avec lui. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de doux pour vous, tout ce trajet. Vous voyez, c'est un trajet que vous faites aussi avec lui. Ça peut vous rassurer de vous dire ça. Je sentais qu'il était vraiment avec moi. Et puis après, j'ai parlé avec ma thérapeute. Elle m'a dit qu'il faut le laisser partir, parce que je le rappelais tout le temps, dès que j'étais mal, je le rappelais. Oui. Et il me semble toujours qu'il n'est pas loin. Mais enfin, j'ai accepté quand même, depuis le début de cette année, de le laisser partir quand même, mais à regret. Il est quelque part. Oui. Mais bon... Oui, gardez le lien aussi. C'est bon pour vous qu'il existe. Il existe en vous. De toute façon, les 38 ans, ils sont là. Ils sont avec vous. Oui, je sais bien. Si ça peut peut-être aussi vous rassurer. Vous avez encore vos 2 filles. Vous avez une très très belle histoire. Oui. Évidemment, je ne sais pas si ça vous rassure si je vous dis, il y a des couples malheureusement qui passent un long moment et qui explosent en vol. Voilà. J'ai la chance de connaître un grand amour, de vivre un grand amour. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui, mais là maintenant, terminer ce dernier parcours, je me sens parfois, c'est au-dessus de mes forces. Je me dis, c'est trop dur. Voilà, oui, c'est trop dur. Il y a des jours, ça doit être trop dur. Vous avez des amis ou des... Oui. Et vos filles vous aident? Vous dire mais comment vous dire, vous savez, lorsque quand une mort brutale comme ça, on protège quand même ses enfants. Oui. Je fais le rôle de père et mère. Oui. Vous voyez, voilà. Mais elles sont grandes, ceci dit. Oui, elles sont grandes, mais ça fait rien. C'est une mort brutale et pour elles, c'est insurmontable. Voilà. Pour elles aussi. Oui. C'est insurmontable.
Donc je les sens, elles sont très fragilisées, et ce qui fait que c'est moi qui fais la forte pour les encourager. Alors ça, c'est dur pour vous. Ouais, c'est dur parce que elles sont quand même grandes, elles doivent être dans leur vie d'adulte aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et ça. donc, elles sont mariées, elles ont des enfants, mais... Oui, mais alors Anne, vous voyez là, pour le coup, ce serait bien qu'elles aident un peu leur maman plutôt, parce que c'est vous qui êtes seule. Elles sont dans leur vie avec leur mari, enfant. Oui, voilà, donc, oui. Mais vous pouvez aussi vous plaindre. Souvent, c'est assez féminin à faire la forte. Finalement, on s'empêche de se faire aider. Donc, c'est vrai que je me plains jamais auprès de mes enfants. Oui, vous pouvez, Anne. Mais dire il manque, j'ai du mal, je suis seule, c'est dur. Oui, vous voyez, c'est pas se plaindre, c'est juste dire ce que vous vivez. Oui, vous devriez leur dire à vos filles. J'ai peur de les faire souffrir encore plus, je me dis. Non, elles sont grandes, elles sont dans leur vie construite, sont des adultes, elles ont quitté maman, papa est parti, mais elles ont, si vous voulez, sont des femmes aujourd'hui, elles ont plus besoin d'un papa. Hein? Oui. Or vous avez encore besoin d'un époux. Hélas, oui. Voilà, donc vous n'êtes pas dans la même histoire. Mais il faut qu'elle traverse, elle. Vous, c'est plus lourd pour vous. Oui. Donc, mais je sais bien. Disons que je mène ma barque toute seule, et c'est vrai que comme l'a volé vice-présidente, quand on est veuve, eh bien, on prend les rênes en main et on cravache et on y va parce qu'on a des enfants, on a des enfants. Bien sûr. On assure, quoi. Bien sûr, Anne. Mais vous avez le droit de vous laisser aller quelquefois dans votre souffrance, parce que ça apaise. Je ne sais pas si votre thérapeute. Vous avez bien fait, Anne, parce que je ne sais pas si votre thérapeute vous l'a expliqué, mais c'est important de ressentir sa souffrance, de l'autoriser. Oui. Parce qu'elle nous. Comment expliquer ? Elle nous remplit. En nous remplissant, on fait ami avec elle. Il y a quelque chose de plus doux qui s'installe. Alors que quand on la rejette, on est ennemi de sa souffrance et elle vous encombre. Et du coup, vous voyez, votre corps exprime des choses. Faites ami avec votre souffrance. Elle a le droit d'être là. Vous voyez ? Ah, mais c'est, comment vous dire, je me laisse aller. Il y a des jours où, comme je suis seule et je suis libre, il y a des jours où mon corps refuse de se lever, eh bien, je suis cassée, je reste au lit. C'est bien. Non, c'est pas grave. Oui. Voilà. Et comme au début de mon veuvage, j'avais une amie qui était passée aussi par un veuvage, et il m'a dit, si tu as besoin d'aller dehors hurler et tout ça, tu habites à la campagne, tu le fais. Et c'est vrai que je l'ai fait. C'est bien. Et c'est vrai que ça soulage, quoi. Oui. On hurle à la lune. Oui. C'est joli, oui, mais bon, je me dis, c'est quelle douleur que de perdre l'être qu'on aime. Voilà. Et puis je voulais dire aussi aux couples qui écoutent qu'il ne faut jamais, comment vous dire, d'oublier de dire qu'on s'aime tout le temps. Parce qu'on regrette après, on dit, on l'a pas dit assez souvent. Oui, il y a plein de choses qui vous manquent aujourd'hui, bien sûr. C'est Alfred de Musset qui disait, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein, c'est une jolie phrase. Et tout est dépeuplé chez vous, Anne. J'en suis désolée. Vous avez bien fait de nous appeler. Et merci de votre témoignage. Il est très très beau. Et j'espère effectivement que beaucoup de couples l'ont écouté. Merci à vous, Anne. Merci, Sophie. Bonne nuit, douce nuit et bon courage à vous. Hein. Beau chemin. Au revoir. Au revoir, Anne. Sophie Peters sur Europe 1. Et tout de suite, pour rétablir quand même une erreur littéraire dramatique, mais emportée par l'émotion et l'histoire d'Anne, je vous ai dit que un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'était Alfred de Musset. Alors voilà, j'ai tout faux, c'est Lamartine, et c'est un très beau poème de Lamartine. Voilà. Pardon pour les puristes. Et puis également une réaction pour les témoignages de Claire en début d'émission. Donc Sylvie, si Claire vous nous écoutez encore, vous dit courage et tenez bon car j'ai vécu la même chose. Il y a 37 ans, je suis partie au bout de 7 ans avec 2 enfants dont le plus petit avait 6 mois. Je ne l'ai jamais regretté et j'ai ainsi pu laisser la place à un amour qui dure maintenant depuis 28 ans. Et longue vie à l'amour de Sylvie. Et nous accueillons tout de suite Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes là, vous êtes avec nous. Non, ça fait un drôle d'effet. Oui, c'est toujours un peu impressionnant. Oui. Alors, mon problème va être un peu délicat à résumer parce que je suis un cas très complexe, je trouve.
Je vous rassure, on est tous un peu complexes. Hein. Ouais, mais enfin, moi, le problème, c'est que j'arrive rien à construire. Enfin, pour résumer, je suis quand même on va dire que j'ai un fond dépressif depuis des années, qui a tendance à s'amplifier et qui, malgré mes thérapies, ne s'améliore pas. Et qui gâche mon problème, gâche complètement ma vie sentimentale et professionnelle en plus. Vous finirez par en avoir marre de votre problème à force. C'est comme ça que vous allez le résoudre. Non, je vous taquine un peu. J'ai déjà 41 ans. C'est ça qui m'inquiète. Alors, je sais qu'on m'a dit, mes 2 dernières psys m'ont dit que j'avais une tendance borderline. Elles n'ont pas voulu me mettre l'étiquette borderline, mais elles m'ont dit que j'avais une tendance. Or, c'est vous qui l'avez été ou elles vous ont dit ce mot-là? Non, c'est la première fois, c'est une psy qui me l'a sorti. Ouais, bon, ça c'est pas génial, hein. Ouais, d'accord. Ah bon, vous croyez que on met pas d'étiquette? C'est pas qu'il vaut mieux pas savoir, c'est qu'après vous allez vous précipiter sur Google ou dans les bouquins, regarder partout qui vous êtes et vous dire oui, je suis comme ça et est-ce que vous lisez? Je me reconnais pas partout. Justement. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. J'ai des tendances. Mais oui, mais le problème, Stéphanie, c'est que on a tous à l'intérieur de nous plein de tendances pathologiques. Oui. Après, on les développe ou pas. On est tous des névrosés. Après, on les développe de façon pathologique ou pas, vous voyez. D'accord. Donc, évidemment, on a tous un peu de parano, un peu de schizo, un peu de borderline. Enfin, toutes les pathologies qu'on appelle du DSM-4, des classifications des maladies psychiatriques. On a tous, si vous voulez, des petits morceaux de ça en nous. Bon. Mais on est porteur sain, on va dire. Vous voyez ? Alors, ça se déclenche pas d'abord à tous les coups. Oui, vous voyez, et puis. Ma vie, quoi, en attendant. Alors, dites-moi, c'est quoi le problème qui vous gâche la vie ? Moi, je crois que le problème essentiel, c'est le problème affectif. Oui, c'est-à-dire. Je n'ai jamais eu une relation simple avec un homme. Et alors, c'est-à-dire, à chaque fois, ça se caractérise comment ? Alors, est-ce que le scénario, vous voyez, est-ce que l'histoire se répète à chaque fois de la même façon ? Est-ce que c'est les mêmes ? Oui. Et ça, vous l'avez travaillé en thérapie ? Alors, oui, mais ça n'a pas l'air de porter ses fruits. Et sur quelle sorte de... Enfin, vous avez travaillé avec quel type de thérapeute ? Analytique. Oui. Et vous avez travaillé ces histoires de scénarios qui se répètent et qui s'enclenchent par rapport à un passé ? Enfin, vous avez décortiqué, refait le pulse ? Oui. Oui, si la personne me plaît vraiment, je vais avoir peur, donc je vais chercher des noises, donc la personne va se lasser, et moi je vais me sentir, parce que j'ai en plus le syndrome abandonnique, donc je crains l'abandon comme pas permis. Et si la personne s'attache à moi, j'ai bien l'impression que c'est moi qui m'en détache. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Enfin, je me le demande justement. Moi, Stéphanie, vous me faites l'effet quand je vous écoute vous savez, un peu comme dans Molière, le malade imaginaire qui s'invente plein de maladies. Alors vous, c'est sur le plan psy, mais voilà, vous voyez, vous me citez des noms savants de profils ou de mots ou de pathologies, voilà, comme un peu comme des résistances, comme des masques, comme si vous aviez construit. Oui. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Vous, non seulement, bien sûr, vous résistez, mais vous avez aussi, et en même temps, c'est très banal, hein, mais vous êtes fabriqué des croyances sur vous. On est nombreux à jouer à ça. Vous savez, les croyances, c'est ce qui nous limite. C'est ce qu'on a décidé de penser des autres, de la vie, à la suite de quelque chose qui nous est arrivé dans notre enfance. Alors, ça se met en général en place quand on est assez jeune. Et le problème, c'est qu'on avance dans la vie en rencontrant des nouveaux éléments qu'on va lire tout le temps de la même façon. Oui. Voilà, vous voyez, voilà, pour conforter cette croyance. Et en fait, comme on les change pas et que on a mis toujours le même filtre sur ses lunettes, on voit la vie toujours de la même couleur. Vous allez rencontrer un homme et puis vous allez dire voilà, là je fais ça, là je fais ci, là. Mais lâchez, Stéphanie. C'est comme si je le savais, mais je n'arrivais pas à changer la paire de lunettes. Elle est à côté, mais je n'arrive pas à les changer. Et qu'est-ce que vous croyez qui pourrait vous la faire changer ?
voyez ? Si vous vous mettiez en quête de savoir qu'est-ce qui pourrait faire changer la paire de lunettes. J'ai du mal, je sais que ça ne peut venir que de moi, mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai pensé que ça viendrait d'un psy, justement, qui saurait me faire dépasser ça. Oui, alors, c'est pas un psy... Enfin, comment dire ? Parce que là, vous voyez, vous êtes déjà assez consciente. La démarche, souvent, pour décrocher des croyances, il faut identifier les messages reçus. C'est-à-dire que l'ancêtre de chaque action est une pensée, en fait, et que, comme c'est vos pensées qui créent votre expérience de la réalité, à chaque fois, vous vivez la vie que vous avez imaginé vivre et vous attirez avec vous le fruit de vos pensées. Donc, si vous désirez vraiment lâcher ce qui vous fait souffrir, il faut commencer par créer une affirmation qui va dans le sens de ce que vous désirez. Et donc, inverser le processus. Une affirmation, un peu méthode Coué Non, pas tout à fait. Oui, ça, ce serait trop simple. Mais c'est l'idée, vous allez identifier les messages que vous recevez par rapport à vos croyances. Et ces messages-là, une fois qu'ils sont identifiés, vous les modifiez, vous les changez. C'est-à-dire quand vous dites « Ah bah oui, je suis toujours comme ça » ou je fais comme ça » ou ça, vous l'avez repéré, vous dites « Ah bah ici, je faisais autrement ». C'est le petit pas de côté. Oui. Alors je vais voir depuis, parce que là j'ai changé donc de psy, là et justement là je suis quasiment plus suivie depuis 6 mois, c'est aussi pour ça que ça va pas du tout. Mais là je vais voir depuis peu un psy comportemental, donc je pense qu'il va m'aider dans ce sens-là. Oui, vous pouvez éventuellement essayer ça, mais je suis presque sûre que même toute seule, vous voyez, parce que là vous avez déjà pas mal fait de travail sur vous, vous avez développé des résistances, donc du coup vous allez recommencer un travail avec un psy et remettre en place ce même scénario de résistance. Il y a de fortes chances. Donc vous me conseilleriez presque d'arrêter les psys ? Bah pour l'instant, d'essayer de faire toute seule une grande fille. Si vous essayez un peu, parce que vous avez fait combien de psy, combien d'années ? Oh là là, je sais pas, j'ai dû en voir 4 ou 5 certains pendant 3 ans et un pendant 1 an. Oui, puis en vous écoutant, vous avez lu sans doute pas mal de bouquins de psy, vous êtes assez grand public, assez calé, ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être arrivée au stade où je suis consciente de beaucoup de mes problèmes, mais ça, l'action s'enclenche pas. Oui, je comprends tout à fait. Mais ça, c'est très classique, hein, Sandrine. C'est un processus normal. Là, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin. Oui, vous êtes dans le bon chemin. Maintenant, le travail, il y a un travail de lâcher prise. Et notamment par rapport à vos croyances. Il y a un très joli petit livre, il faut que je retrouve, ça s'appelle Lâcher prise. C'est aux éditions Jouvence. Et puis je vais essayer de vous retrouver là pendant le journal tout à l'heure les auteurs, parce que je les ai plus en tête. C'est pas Guy Finlay par hasard? Non, c'est un tout petit bouquin très pratique. Les éditions Jouvence, c'est souvent extra. C'est des petits livres très pratiques. Et dans cette collection, il y en a un qui s'appelle Lâcher prise, qui est super bien fait. Et qui peut vous donner sur le plan méthodologique, comme vous arrivez bien à repérer, ça peut vous aider. Là, le travail que vous avez à faire, c'est de lâcher des résistances. D'accord. Alors voilà, il y a Théo Extra, il m'aide en direct. Alors c'est Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Rosette Poletti, P-O-L-E-2-T-I. Oui. Et Barbara Dobbs, D-O-2-B-S. D'accord. Et il est super ce petit livre-là. Il est drôlement utile. Il est très 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 aidant. Et ça peut vous créer un déclic, ça. Ah, si seulement. Ouais. Ouais, mais patience, hein, parce que on passe pas en force là-dessus. Parce que passer en force, c'est encore une résistance. Laissez-vous surprendre, Stéphanie. Voyez, laissez-vous surprendre et soyez moins dans l'intellect, mais plus dans le ressenti. Quand vous êtes en situation avec un compagnon ou la famille, écoutez-vous de l'intérieur.
pas avec la tête, pas ça y est. Non, vous jugez. C'est vrai que j'intellectualise tout. Ouais, parce que vous jugez. C'est comme si, c'est un psy, c'est comme si votre surmoi passe son temps à dire à votre moi, tiens, t'as vu, t'as encore fait ça, t'as encore dit ça. Ah oui, je suis beaucoup autoconsciente, quoi. Enfin, ouais. Ben ça, il faut dire au surmoi, couchez à la niche. Ça suffit, je t'ai assez entendu depuis des années. Laisse-moi vivre. Il faut qu'il vous laisse vivre, celui-là. Et il y a un censeur à l'intérieur de vous qui passe son temps à vous analyser. Et l'analyse a pu renforcer ça par de la résistance. Lâchez pour l'instant. Donnez-vous quelques mois sans rien. Vous voyez, c'est rare que je conseille l'inverse. Mais moi, là, je vous sens plus. Oui. Je suis étonnée. Moi, tout le monde autour de moi me disait oui, consultez au maximum. Mais c'est vrai que visiblement, personne... Enfin, les premiers ne m'ont pas fait, moi, je dirais... avancer. La dernière que j'ai vue quand même pendant 3 ans m'a fait avancer dans la mesure où elle a quand même réussi à me faire lâcher le cordon avec ma mère à 40 ans, enfin 39 ans, quoi. Il était... tant mieux. Il était temps que quelqu'un y arrive. Ouais. Mais voilà, maintenant que ça est fait, ça n'a pas l'air d'arranger le problème pour autant. Ouais, mais là, vous voyez, vous êtes trop volontaire. Faites confiance à la vie, à l'univers, à vous, à l'intérieur, à des choses qui se passent que vous maîtrisez pas. Vous pouvez pas tout maîtriser. C'est ça aussi de lâcher. Il y a Odile qui vous conseille un livre que je connais pas d'ailleurs sur comment influencer son subconscient, la puissance de son subconscient de Joseph Murphy. Bon, je connais pas. Je vais beaucoup lire. Voilà. Mais ceci dit, en rajoutez pas trop non plus dans la tête. Passez maintenant. Ce qui serait bien, par exemple, c'est de vous faire masser ou si vous choisissez, par exemple, un mode de thérapie, essayez la Gestalt thérapie, qui est une thérapie par le corps, par le massage. Passez par votre corps maintenant. Oui. Gestalt. Gestalt. Je connais 2 noms. Oui. Pas vraiment. Et ça, c'est pas mal parce que c'est à travers du massage et ça va vous permettre de lâcher un peu la tête et de rentrer en vous. D'accord. Donc voilà des petites noisettes pour repartir, Stéphanie. Oui. Bon courage. Et si j'avais encore, justement la question principale là, c'est en ce moment donc je suis avec un copain là depuis 7 mois et ça va pas du tout. Mais moi je me demande si c'est je ne sais pas, enfin, mon conscient comme ça me dirait, mais sauve-toi en courant, ça ne va pas. Et en même temps, je me demande si je ne suis pas le bonheur, quoi, si je suis pas toujours dans mon schéma de destruction. Et vous vous ressentez bien avec lui ? Vous êtes bien ? Et lui est bien ? Ça se passe bien ? Enfin... justement, non, parce que je cherche des noises, Et si vous lâchez les noises un peu, quand vous les lâchez, ça va ? Ça va. Ça va. Essayez... Ça va, mais je n'arrive plus à me sentir amoureuse. J'ai cette impression-là depuis quelques temps, d'ailleurs. C'est quoi l'impression d'être amoureuse, Stéphanie ? D'avoir du désir, des petits papillons dans le ventre. J'ai même plus le désir. Bon, il faut dire aussi que je suis sous anxiolytique et antidépresseur et ça n'aide pas la libido. Ça aide pas, Bon, et si vous saviez, Stéphanie, si vous pouviez lâcher un peu tout ça et vous faire un peu confiance, parce que quand je vous écoute, j'ai quand même le sentiment que vous êtes une grande fille là, vous voyez, et que vous avez vraiment des atouts dans votre main là, comme un beau jeu de cartes. Donc le sentiment que vous me donnez, c'est que vous êtes puissante et arrêtez de mettre 36 béquilles là. Allez-y, prenez-vous en main, C'est peut-être pas bête, non ? Je vais vous laisser, Stéphanie, parce qu'on va arriver vers le journal, mais c'est vrai que essayez de faire une petite pause par rapport à toutes les thérapies, travaillez un peu sur vos sensations, sur le corps, justement par rapport au traitement par anxiolytique, antidépresseur, ça peut vous aider à vous réinvestir, vous voyez, parce que les médicaments vous décentrent, et puis si vous arriviez à vous passer des médicaments, ce serait formidable, si alors vous le sentez. Par contre, pas tout de suite. C'est très dur à certains moments, mais c'est vrai que c'est parce que j'intellectualise trop, c'est clair. Ah oui, vous pensez que c'est tout ça est une même... je cogite, donc il faut que je prenne un anxiolytique parce que ça frappe la boule au ventre. Et alors vous avez encore un joli travail tout neuf devant vous, Stéphanie. Bon courage à vous. Bonne nuit, je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
Voilà, on est dans le feu de l'action et on accueille Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir Sophie, merci de me donner la parole. Parce que j'ai vraiment besoin de vous parler, d'exposer mon cas qui me fait souffrir. Ce que je disais au standard, c'est que je suis une personne qui a des phobies. Oui. Et que je vis ça au quotidien, c'est l'enfer. Alors j'explique, j'ai des phobies alimentaires. Alors c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a des dates, pour moi, il faut absolument que je les regarde plusieurs fois. Et j'ai besoin de tout contrôler, en fait. Oui. Quand il n'y a pas de date, effectivement, je laisse passer, mais c'est toujours des questions en permanence parce que ce que je mange, j'ai l'impression que c'est pas bon, en fait. Oui, donc c'est plus un sentiment d'avoir besoin de tout maîtriser tout le temps, ce qui vous entoure, votre environnement. J'ai envie de tout maîtriser en permanence, en fait, tout. Ouais. Et Muriel, vous, de quoi avez-vous peur ? En fait, j'ai peur d'être malade, quoi. Parce que je suis hémétophobe, en fait. Bon, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais l'hémétophobie, c'est la peur de vomir, parce que tout le monde ne sait peut-être pas forcément ce que c'est. Oui. Mais en fait... Et vous avez d'autres peurs que celle... Enfin, vous voyez, il y a d'autres peurs que la peur exemple, alimentaire. De prendre la parole ici, finalement, j'ai pas peur, parce que j'arrive à surmonter ça devant le nombre d'auditeurs qui m'écoutent. Mais à la limite, c'est un challenge pour moi, à la limite, ça me motive, quoi. Donc, j'ai besoin d'en parler, quoi. J'ai besoin d'évacuer. Donc, c'est comme la personne qui a envie de vomir, elle a besoin d'extirper, en fait, ça. Donc, c'est... Et Muriel, vous êtes en thérapie ou vous l'avez... Je disais, à chaque fois, ça n'a pas marché, mes thérapies. Donc, je crois que... Ouais. Et vous êtes remontée à la source, enfin, il y a dans votre adolescence ou votre enfance un événement traumatisant qui a déclenché ça ? J'ai été anorexique à l'âge de 20 ans. Ouais. Alors, peut-être que ça vient de là. Ouais, souvent les... Et je crois que j'ai du mal à m'en séparer, quoi, de l'image de mon anorexie. C'est vrai que j'ai toujours besoin, au niveau de l'alimentation, de contrôler ce que je mange. Et c'est pour ça que, socialement, c'est difficile, parce que les sorties au restaurant sont relativement limitées. Il faut que je connaisse l'endroit, il faut que, déjà, je repère l'endroit, quoi. C'est vrai que ça peut aller loin, quoi. Ouais. Et quand vous dites les thérapies ont pas marché, parce que ce que vous avez travaillé, ça n'a rien apporté. Moi, si vous voulez, les monologues, ça m'intéresse pas, quoi. Si vous voulez, quand vous êtes face à un psychiatre et que vous exposez votre cas et que vous n'avez pas d'échange, puisque c'est très important, les échanges, là, ça n'aboutit pas. Donc, j'ai fait la sophrologie pendant plusieurs années, pareil. Ouais. Mais bon... je pense que je suis lucide, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et quand j'arrive à voir tout ça, ces phobies, j'ai l'impression que je suis pas normale, quoi. Et mais ça c'est souvent le cas quand on repère tout ça, on aggrave son cas parce que la peur en entraîne une autre. Vous voyez, on se juge, et dans votre auto-jugement permanent, vous pouvez avoir tendance à en rajouter des nouvelles. Mais si vous essayez, Muriel, de les isoler une par une et d'enlever un des comportements, ou de travailler, vous voyez, sur un tout petit point. Pas de prendre la montagne parce qu'elle est trop grosse, mais d'essayer de travailler, des tout petits pas comme ça, je sais pas, quelque chose que vous avez l'habitude, vous dites je contrôle tout, puis un jour vous dites tiens, allez, hop là, aujourd'hui, je contrôle pas la date. Oula. Vous me demandez beaucoup, là. Non, mais vous voyez, je vais vous donner un exemple, par exemple. Il m'était arrivé une fois, mais je sais pas, les auditeurs vont peut-être sourire, mais j'ai pas honte de mon cas précisément, mais si vous voulez, par exemple, j'ai été descendre mes poubelles, après, je suis redescendue, en fait, parce que voir si c'était bien la date. Non, mais bon, c'est un peu farfelu ce que je raconte, mais... Non, parce que j'ai visualisé la date, par exemple, on va dire 19 août, mais je suis redescendue. Non, mais c'est un peu... Non, c'est complètement aberrant, je sais. Mais je sais que je ne suis pas folle. Ça, tout va bien. Mais je me rends malade parce que c'est à vivre au quotidien, c'est un enfer, comme je le disais. Et mais bien sûr qu'il faut remonter à la source, comme vous dites. Parce que ça peut venir effectivement de ma mère qui m'a pas forcément... Je dis pas désiré, ça va peut-être loin, mais j'ai des rapports très conflictuels avec ma mère. Et ça peut peut-être venir de là.
Oui, ça peut venir de là, ça peut venir, vous savez, l'anorexie, les phobies, soit des parents trop protecteurs, soit pas du tout. Hein, c'est souvent l'un ou l'autre. Et puis au moment de la puberté, il y a des changements corporels qui sont une source de mal-être à l'adolescence. On a du mal à affronter le regard des autres, et puis du coup, on a du mal à affronter son propre regard, et on est entraîné dans quelque chose qu'on maîtrise plus très bien. Mais bon, c'est vrai que ça a des origines un peu profonde. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que vous trouviez un thérapeute avec lequel vous vous sentiez suffisamment bien et bien en confiance. Ça fait depuis 15 ans que je me balade de thérapeute en thérapeute. Ouais. Donc c'est pas normal qu'au bout d'un moment... Alors c'est peut-être moi qui ai un problème au niveau de l'échange, mais je pense pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, je n'accroche pas du tout. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de parler beaucoup, effectivement, d'évacuer cette pression qui est en moi, mais c'est aussi qu'il y a un échange et de voir effectivement l'origine, de connaître effectivement l'origine, parce que moi j'en ai besoin de connaître l'origine. Oui, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas c'est pas le thérapeute qui va vous la donner. Il y a que vous qui pouvez la trouver. Oui, mais il peut m'aider aussi. Il est là aussi bien sûr. pour m'aider, pour m'aiguiller, mais j'ai l'impression qu'il y en a aucun qui a su justement m'aider. Donc et je veux dire que dans mon quotidien, c'est assez dur, même au niveau des relations avec les autres. Ces phobies, effectivement, peuvent m'empêcher de faire certaines choses. Mais les sorties, tout ça, effectivement, quand on me parle de restaurant, ça peut toujours prêter quelques questions, quoi, effectivement. Mais je pense pas être un cas isolé. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont des phobies, alimentaires ou autres. J'aimerais savoir si effectivement il y a d'autres personnes qui vivent ça au quotidien comme moi. Et est-ce qu'ils ont pu s'en sortir ? Est-ce qu'ils ont trouvé une solution pour... y en a, oui. Il y en a qui le vivent et il y en a qui trouvent des solutions. Souvent, pour tout ce qui est phobie, la thérapie comportementale peut pas mal aider, parce que la phobie, une situation réflexe, c'est un comportement ancré, si vous voulez. C'est pour ça, quand je vous disais de travailler, vous me dites, vous m'en demandez beaucoup, mais il faudrait travailler sur le réflexe de peur. C'est du réflexe, vous voyez. C'est comme vous êtes conditionné. Vous êtes conditionné dans votre système. Donc, le travail, c'est un travail de déconditionnement de vous-même par rapport à tout ce que vous avez créé. Et c'est pas d'un seul coup, c'est petit pas par petit pas. Il y en a une que vous identifiez, par exemple, et puis vous allez essayer d'affronter la situation qui cause le trouble. Chaque situation doit être travaillée par rapport à ça, et par rapport aussi à ce que vous imaginez. Il y a tout votre imaginaire, toutes vos croyances qui s'attachent à tout ça. Donc il y a ce que vous imaginez il vous arriverait si. Alors tous ces si que vous mettez derrière votre peur, c'est parce que c'est et si je fais pas ça, il peut arriver ça, et si je fais pas ça, vous voyez. C'est sous forme d'image aussi. Moi, je peux vous dire que c'est sous forme d'image. Oui, exactement. C'est des obsessions, ça devient. Alors je sais pas si c'est des tocs, si on peut appeler ça, c'est des images. Ouais, tout ça est un peu lié, mais il faudrait pour ça, au lieu de travailler sur le général, vous voyez, là c'est un peu difficile à la radio, mais là on parle de l'enveloppe générale de ce que vous vivez. Il faut le décortiquer maintenant, point par point. Le travail que vous avez à faire avec un thérapeute, c'est de prendre chacun de vos comportements réflexes et chacune de vos phobies et de les travailler en profondeur pour les décrocher, parce que c'est du conditionnement. Vous êtes dans des situations de réflexe, là. Et ça, il y a qu'un travail vraiment très très précis. Vous voyez, là pour le coup, c'est vraiment décortiquer. Oui, mais j'avais une question à vous poser. Oui. Est-ce que le fait que ce besoin de séduire vis-à-vis des hommes, est-ce que ça vient de là ? Est-ce qu'il y a un rapport, le fait que je sois une personne phobique et ce besoin permanent de séduire les hommes, est-ce que c'est... ce qui peut... non, ce qui quelquefois, vous savez, on cherche plein de liens, plein de causes, mais d'abord, je sais pas ce que vous appelez besoin de séduire les hommes, parce que toutes les femmes ont besoin de séduire les hommes. Non, parce qu'en fait, comme j'ai pas confiance en moi, tout ça, effectivement, j'ai pas confiance. J'ai une image, je me suis approprié une image assez fausse de moi, l'image que le miroir me renvoie au niveau de mon corps déjà, me plaît pas. Alors tout ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est lié à l'anorexie, oui, bien sûr. Et vous avez besoin de vous rassurer dans le regard d'un homme. D'où la séduction.
vous voyez. Et du coup, bah oui, vous mettez en place des stratégies pour vous accepter. Mais c'est pas l'autre qui va faire en sorte que vous acceptez. Effectivement, je cherche. C'est l'autre. C'est même dans l'anorexie ou dans les phobies, vous êtes centré sur l'extérieur, là, Muriel. Le travail, c'est de vous recentrer vers l'intérieur, vous-même. C'est avec vous qu'il faut faire ami-ami. C'est à vous de vous séduire. La séduction. L'affirmation de soi, c'est de se réapproprier une image correcte de soi aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est de la théorie. Oui, mais si vous voulez, pourquoi on n'a pas réussi encore je dis pas me guérir, mais... Personne va vous guérir. Il n'y a pas de magie. Je me suis beaucoup donné quand même par rapport aux médecins. J'ai vu sophrologue, etc., mais... sans aucun... Oui, mais à vous attendre de ma part, de s'en sortir. Oui, mais vous êtes dans l'attente que quand vous faites la démarche, vous allez trouver un thérapeute, quel qu'il soit, pour lui demander de vous guérir. Lui, il va pas vous guérir. Il va vous tenir éventuellement la main, marcher à côté de vous, mais c'est vous qui marchez. C'est vous qui faites le chemin. C'est à vous de faire ce chemin-là. C'est pas le thérapeute qui va vous donner soit une pilule, soit un remède, soit une méthode miracle qui va faire en sorte que vous allez fonctionner autrement. Il n'y a que vous qui savez où vous mettez les pieds dans votre vie. C'est pas lui qui va faire que vous évitez les cailloux sur le chemin ou que vous prenez pas les pieds. Lui, il fera rien, lui ou elle, enfin... Alors que et quand vous y allez, quand vous dites vous comprenez, c'est pas normal, j'y vais et puis il se passe rien. Mais vous êtes dans l'attente, Muriel, d'une solution imaginaire et miracle où vous demandez à l'autre de faire pour vous. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, je trouve qu'il n'y a le médecin ne participe pas assez en fait par rapport à ce que je lui décris. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Ouais. En fait, vous vous sentez trop seul dans la relation, pas assez bien accompagné. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai un besoin, comme je vous dis, d'évacuer, d'extirper tout ce qu'il y a au fond de moi, ce mal-être, et ça se noue au niveau de l'estomac. Justement, j'arrive à le dire, à le relater, mais le médecin doit participer un minimum quand même, sinon c'est un travail à deux. Oui, bien sûr. Soit vous n'avez pas rencontré sur votre chemin un thérapeute qui vous convienne. Oui, ou alors c'est que vous demandez trop. Et là, il faut vous interroger. Peut-être que vous êtes... inquiétez pas, je me questionne au quotidien. Oui. Ouais. Non, mais vous interrogez, pas trop justement. Non, mais vous interrogez là-dessus. C'est bien là mon problème, parce qu'un jour je vais avoir la tête qui. Non, juste là-dessus, Muriel. Juste sur le fait de l'attente que vous avez du thérapeute que vous consultez, c'est-à-dire le besoin de résolution venant de l'extérieur. Muriel, c'est encore une fois, la séduction, tout ça va passer par vous, uniquement par vous. Alors oui, c'est pas. Vous voyez, souvent on veut s'ancrer en autrui, alors au lieu de nous installer en nous-mêmes. Installez-vous en vous-même, Muriel. C'est chez vous qu'il faut vivre. En fait, c'est que en fait, j'arrive à nier mon existence, c'est ça le problème. Ben oui, quand on est anorexique, c'est le cas, Muriel. Mais j'arrive. C'est le cas. 15 ans après, j'ai l'impression que j'ai pas fait le deuil de l'anorexie. C'est quand même bizarre à la limite. Oui. En vous écoutant, c'est ce qui me semble. Et c'est un lien avec vous qu'il faut arriver à créer. Alors oui, tiens, j'ai un mail que je reçois qui me dit, c'est vrai que je trouve c'est une bonne idée. C'est Gazelle qui envoie un mail en disant que les phobies de ce genre peuvent se résoudre avec de l'hypnose. Ou avec et que si la sophrologie vous convenait pas, c'est vrai que tout ce qui est à base d'hypnose peut vous aider à décrocher certains éléments. Donc, vous voyez ça, il faudrait trouver aussi le mode thérapeutique qui vous convient le mieux. Oui, je crois que j'ai besoin de faire quelque chose en relation avec l'expression du corps, quelque chose qui s'exprime. Oui. Je le ressens. Hein. Oui, puisque l'anorexie, ça touche au corps et à l'image, et vous parlez de séduction, tout ça, il y a en même temps. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. D'être rassurée en permanence par rapport même aux hommes. Effectivement, est-ce que vous me trouvez belle? Est-ce que vous me trouvez belle? Mais c'est vrai, mais après, on peut me croire comme je suis. Mais c'est vrai, j'ai besoin de plaire, mais peut-être trop. On a tous besoin, vous disiez effectivement, on a tous besoin de plaire. Mais moi, c'est un petit peu dans les extrêmes. C'est toujours pareil. Mais c'est à vous qu'il faut que vous plaisiez, Muriel.
Hein. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ouais. C'est pas gagné. Hein. Non, c'est pas gagné, mais voilà, vous en avez envie, donc le désir est là. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'être écoutée, et le fait que vous m'écoutiez, vous m'apportez beaucoup, là. Hein. C'est... Tant mieux, Muriel, n'hésitez pas alors à... Mais je sais pas si, effectivement, s'il y a des personnes qui ont des phobies comme moi, si vous recevez des... Si j'en reçois, je vous les... si j'en reçois, bien sûr, je vous les dirai à l'antenne. Ça doit pas être un cas isolé en France, je ne pense pas. Mais il y a Jean qui a envoyé un message à Théo, et Théo va vous rappeler pour vous donner ses coordonnées, parce que Jean dit qu'il a supporté ces mots-là, qu'il a été aiguillé par un docteur anglais et qu'il pense pouvoir vous rendre service. Donc Théo va vous rappeler. Et puis Théo me donne également les coordonnées du GEFAB, G-E-F-A-B, qui est le groupe européen pour les anorexiques, les boulimiques et leurs familles. GEFAB. Oui, G-E-F-A-B. Oui. Groupe européen pour les anorexiques, les boulimiques et leurs familles, au 01 45 oui. 43 oui. 44 75. D'accord. Hein, Muriel. Et puis Théo va vous rappeler pour vous donner les coordonnées de Jean. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler ou à rappeler Caroline. Mais j'avais déjà appelé Caroline il y a peut-être 2 ans, et j'ai l'impression que je n'avance. Enfin, ce qui m'ennuie en fait ce soir en vous rappelant à nouveau, c'est fait, ce sentiment de faire du surplace. C'est terrible, c'est de voir que ça n'avance pas. Et je n'arrive. C'est vrai que je me remets en cause le fait que ça. Je ne remets pas en cause effectivement les médecins ou autres, même si je les idéalise effectivement. Oui, peut-être. Certes, mais je trouve que j'ai une envie de m'en sortir. C'est pas comme si j'étais dans. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est pour ça. Je le sens bien. Je me le sens bien, Muriel. Oui. Oui, je sens bien, Muriel, que vous n'êtes pas en situation... Par contre, je suis toujours dans les excès, ça m'énerve d'être dans les excès pour tout, en fait. Hein. Oui, mais voilà, lâchez un peu de votre énervement sur vous-même, vous voyez, parce que, un peu d'ailleurs, c'est intéressant, même si l'histoire n'est pas du tout la même, mais j'avais Stéphanie, tout à l'heure, avant le journal, à qui je disais de lâcher prise, parce que pareil, enfin, elle avait une autocritique, un censeur très fort en elle qui l'empêchait de se trouver. Et Muriel, peut-être que là, vous voyez, il va falloir être un peu plus amical avec vous-même. D'ailleurs, les anorexiques, c'est quelque chose d'épouvantable que vous infligez à votre corps. Donc, il va falloir essayer de trouver de la douceur pour vous-même, de la séduction pour vous-même, de l'amour pour vous-même. Il y a tout un chemin à faire de rencontre avec vous. C'est ça votre chemin, Muriel, et de lâcher un peu la tête et l'intellect en disant j'en ai assez. Vous voyez, vous m'origénez, vous voyez, vous donnez des coups de pied aux fesses tout le temps. Mais c'est pas en vous donnant des coups de pied aux fesses que vous allez vous faire avancer. Oui, mais j'ai pas l'impression de vivre en fait. Je vis pas, oui. je vis en apnée quoi en fait, tout le temps. Oui, mais c'est tout un travail à faire d'acceptation de vous, comme vous êtes. Comme vous êtes. Parce que le regard des autres, mais c'est peut-être l'interprétation que j'en fais également, parce que. Oui, mais vous avez plein de côtés formidables de votre conscience de vous, de tout ça. Effectivement, lâchez un peu vos interprétations, vos analyses, vos analyses sur vos problèmes, sur vos phobies. Vous voyez, vous créez tout un monde autour de vous. Ah oui. Voilà. Oui, et tout ce monde-là, il faudrait arriver un peu à le lâcher pour trouver qui il y a derrière. Et il y a Muriel derrière, qui est sûrement tout à fait formidable. Et qui vaut sûrement bien le coup d'être rencontré. Oui, mais c'est moi qui le dis et je l'assume. Donc ça, il y a peut-être sûrement une très jolie personne à rencontrer. Et ça mais ça je l'accepte pas quand on me dit ça. Oui, non, oui. J'y crois pas. Non, oui. C'est vrai, je suis. Oui, Marielle, mais il va falloir commencer à y croire. Et vous allez voir qu'en y croyant un peu, vous allez voir le regard des autres changer sur vous et celui des hommes notamment. Parce que c'est en s'aimant qu'on devient aimable. Il n'y a pas 36 solutions. Être aimé, c'est parce que déjà on s'aime soi-même. Aimer les autres, c'est s'aimer déjà un peu soi aussi. Tout ça passe par soi. Vous voyez, on est traversé, on est un courant d'énergie entre soi et l'autre. Et parce que vous acceptez, vous aimez les autres, hop, c'est une jolie boucle qui revient comme ça. Alors que si vous êtes en guerre contre vous, vous trouvez des gens en guerre en face. Donc il y a une paix. Muriel, je vous souhaite de trouver une paix intérieure. Bon courage à vous, Muriel.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Europe 1, Sophie Peters, 39 21, 34 centimes la minute. Et j'accueille tout de suite Katia. Bonsoir Katia. Oui, bonsoir Sophie. Merci d'avoir sélectionné mon appel. Donc moi je vous appelle parce que j'aimerais bien avoir quelques conseils de votre part concernant, on va dire, famille recomposée et les vacances d'été. Oui, pas simple, pas simple. Ouais. Un peu plus. Voilà. En fait, donc moi je suis divorcée et puis remariée cette année. Un homme qui est divorcé aussi, qui a divorcé pour moi, donc c'était un peu difficile. On a divorcé quasiment tous les deux au même moment. Enfin bon. Et lui, il a donc 2 enfants de son premier mariage et moi j'en ai pas. Donc ça, on essaye gérer, ça se passe plutôt bien, voilà. Mon souci, c'est les vacances d'été parce que en fait, lui de sa vie avant, il y a à peu près 15 ans, il a rencontré son meilleur ami à l'étranger. Et il a donc l'habitude, depuis 15 ou 16 ans, passer ses vacances d'été tous ensemble. Lui, à l'époque, c'était avec son ex-femme, qui était la meilleure amie de la femme de son meilleur ami, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Moi, je savais, il me parlait de son meilleur ami et tout ça, mais naïvement, je pensais, donc, une fois qu'on s'est installés ensemble, et le premier l'été arrivait que on peut éventuellement les rencontrer, mais peut-être pas tout de suite passer déjà les vacances tous ensemble, parce que personnellement j'ai jamais passé les vacances avec mes amis, c'était plus la famille. En plus, je suis d'origine étrangère, donc mon ex-mari venait dans mon pays d'origine. Enfin c'était autre chose. Ouais. Donc, oui, puis c'était l'occasion de vous retrouver. Ouais. Oui, et pour moi, c'était plus l'occasion de se retrouver avec ces enfants que je connaissais très peu, parce que on a garde internet. Enfin on ne les voit pas tout le temps non plus. Et puis pour moi, c'était important quand même. Les découvrir et puis que ça se passe bien, voilà. Et donc là, il m'a finalement, le premier été, il m'a imposé les vacances avec donc son ami, ses amis. Étant donné qu'il voit en plus l'ex de mon mari, donc c'était un peu plus compliqué pour moi parce que nerveusement, j'ai géré moyennement. Même si c'est plutôt bien passé. Donc elles ont eu lieu là, ces vacances-là, cet été? Oui. D'accord. Non, c'était l'été dernier. L'été dernier, d'accord, oui. Donc même si j'étais un petit peu mal à l'aise, ça allait, on va dire, mais c'était pas mes vacances de rêve que je souhaitais. Oui, un peu complexe. Et puis il m'a donc dit que l'été prochain, c'est-à-dire cet été, comme il a vu que j'étais un petit peu mal à l'aise, il m'imposerait pas, on fera autre chose, ça sera différent. Et aujourd'hui, alors, vous en êtes où, Katia? Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il m'a dit que ça va être comme l'été dernier, et si j'ai pas envie, je suis pas obligée de le suivre et qu'il va tout seul. Donc il tient pas sa promesse. Oui, voilà, il tient pas sa promesse. Et comme moi j'ai peut-être un petit problème que j'arrive pas. J'aime pas les conflits, donc j'ai un petit peu de mal à. Enfin, c'est surtout que c'est pas tant un conflit qu'une situation extrêmement inconfortable pour vous. Oui, voilà. Parce que ça réactive l'ancienne vie. Voyez-vous, vous avez commencé à construire une vie nouvelle avec lui, et puis là, il y a une interférence de la vie d'avant. Alors, il y en aura toujours dans les familles recomposées, mais là, il y a des éléments plus compliqués parce que c'est pas tant les enfants de la famille recomposée, c'est le groupe d'amis, les souvenirs. C'est ça, en fait, les discussions. Beaucoup, parce qu'en plus, au fait, ça se passe chez la maman de mon mari. Oui. C'est-à-dire que l'ex de mon mari l'appelle là-bas, donc il parle des vacances avant. Ils disent aussi qu'on peut éventuellement. Il est resté très lié alors avec son ex. Non, c'est sa maman en fait. Oui, mais du coup avec la maman, il parle des vacances avec l'ex, des ex-vacances. Oui. C'est ça. Et moi je suis un peu là-dedans. J'essaye un peu de faire comme si j'attendais pas, mais l'été dernier c'était extrêmement difficile.
Enfin bon, j'ai caché un peu que c'était difficile, mais bon, j'avoue que j'en parle encore avec des émotions. Et Katia, cet été, donc cet été, les vacances n'ont pas encore démarré là. Si, cet été, ils viennent de partir là avec les enfants. Oui. Donc chez la maman. Voilà. Et moi, j'ai dit que je vais essayer de les rejoindre début de la semaine prochaine pour quelques jours. Oui. Mais bon, je ferai certainement parce que j'ai promis, donc moi je tiens mes promesses. Mais au fait, mon problème, c'est comment faire, parce que là, j'ai pas envie de bousiller les vacances complètement. J'attends que ça passe, qu'on rende les enfants. Mais Katia, en fait, là, ce qui serait pas mal, c'est d'assumer que cette situation vous convient pas en acceptant qu'elle lui convienne à lui. Vous voyez, c'est-à-dire que là, par exemple, vous disiez que habituellement, enfin dans le passé, vous alliez dans votre famille. Pourquoi pas vous prendre des vacances dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, quelque chose de bien à vous, de bien dans votre histoire? Je réfléchis, mais je me dis, il va pas me suivre et du coup, on va non. passer des vacances oui, et c'est pas très grave. Enfin, je sais pas pour vous, oui, pour vous c'est grave. Oui, voilà. Non, je vois pas. Je me dis je me suis mariée cette année. J'ai passé mon mariage à Bourges, c'était difficile. Ça peut permettre à chacun d'entre vous de comprendre ce qui est en jeu là-dedans, parce que si vous continuez à suivre, on va se rendre compte qu'on est plus important l'un pour l'autre que les amis. Ce qui est important, c'est d'assumer chacun son besoin dans cette situation-là, parce que si vous y allez pour lui, par croyance que vous savez, cette année je me suis mariée, je suis avec lui, donc il faut que j'y aille, donc c'est mieux, donc ceci, donc cela, mais au final, vous allez ressentir du mal-être. Mais vous le ferez. Bon. Et puis, il y a grande chance pour que vous lui en vouliez, un peu inconsciemment, sans le dire. Donc, vous allez mettre le verre dans le fruit du couple, ce qui est un peu dommage. Alors que si vous dites, voilà, j'assume que ça me va pas, je me sens pas de vivre cette situation-là. Ça veut pas dire que ce sera mieux les autres vacances que vous allez faire, mais ce sera en tout cas moins douloureux. Et ce sera pas mieux, mais ça peut être un peu moins douloureux. Et puis surtout, ça vous permet à vous de vous positionner par rapport à lui et par rapport à ce type de vacances, en assumant bien qui vous êtes et en disant, il y a un proverbe qui dit entre deux mots, il faut choisir le moindre. Deux mots MAUX, bien sûr. Là, il vous faut choisir le moindre. Alors, ce sera pas des vacances idéales ou comme celles que vous avez rêvées, mais ce sera les vacances qui, dans la situation actuelle, vous êtes le mieux en mesure de vivre. En fait, il faut que vous choisissiez là où vous êtes le mieux en mesure de vivre. Parce que sinon, vous allez lui faire porter. Oui, je le sens déjà de l'année dernière. Oui. J'ai un peu de mal, j'ai une dent contre lui. Un peu, voilà. De temps en temps. Ouais. Et là, je sens que pas. Là, ça me gêne beaucoup, quoi. Vos enfants sont où et seront où? Ils sont avec lui? Vos enfants à vous? Avec lui, ouais. Mais non, j'ai pas d'enfants, moi. Ah, d'accord. Non, lui avec ses enfants. D'accord. Voilà. Alors Katia, raison de plus. Oui, voilà. Oui. Raison de plus, alors je sais pas, votre famille, des amis, il n'y a pas quelque chose qui vous ferait plaisir là? Non, mais le problème c'est que ma famille, ils sont à l'étranger. Enfin, moi je suis d'origine étrangère. Oui. Ils sont ici. Les amis au mois d'août, ils sont tous partis. Mais vous pouvez pas en rejoindre certains que vous connaissez bien? J'aurais dû préparer. Oui, mais si vous passez un coup de fil et vous dites coucou, je peux débarquer. Enfin, je sais pas quelle relation vous avez avec vos amis, mais quelquefois vous pouvez dire coucou, c'est Katia. Voilà, j'ai changé d'avis, vous m'hébergez, ils sont peut-être hyper heureux. Non, parce qu'en fait, ils sont partis, je suis dans un quartier résidentiel où il y a quasiment personne. Je suis avec mon chat et je me trouve, c'est glauque. Non, Katia, restez pas comme ça. Non, là, faites-vous plaisir. Vous le retrouverez avec d'autant plus de bonheur que... moi, j'avais pas compris que vous aviez pas d'enfants. Non, alors, j'ai pas d'enfants. Vous vous rendez compte, alors vous allez les supporter. Lui, non mais, vous voyez, là, je suis un peu hard, mais il vous fait supporter sa famille, il est dans son système et puis vous, là, pensez un peu à vous, là, il est un peu égoïste, soyez-le un peu, vous serez heureux de vous retrouver. Il y a Prune qui vous dit, il manque de délicatesse, partez de votre côté.
Mais au fond, je me dis aussi. Ouais, ça veut pas dire que vous êtes contre lui, hein. Attention, Katia, ça veut pas dire que vous l'aimez plus ou que c'est contre. C'est pas contre, c'est pour vous. Qui comprend ça. Dès que, en fait, je suis pas très d'accord, il a des doutes comme quoi. Je l'aime moins. Ou, qu'il ait des doutes, laissez-le avoir des doutes, Katia. Ouais. Vous voyez, vous agissez pas contre. Un peu, c'est vrai que j'ai ce côté-là. Oui. Non, mais l'action, elle n'est pas par rapport à lui, elle doit être par rapport à vous. C'est ça l'autonomie dans le couple. Hein? Agissez par rapport à vous là. C'est pas de l'égoïsme, hein, ce que je vous dis là. C'est parce que sinon vous vous mettez dans une situation difficile pour vous que vous allez lui faire supporter, et c'est comme ça qu'on crée des conflits dans un couple. Exactement. Donc là, vous êtes sûr d'aller au conflit si vous y allez. Alors que si vous vous respectez, allez vous faire plaisir, retrouvez des gens que vous aimez, vous serez hyper heureuse de le retrouver, et dites-lui très gentiment en lui disant c'est pas contre toi, c'est que moi, alors franchement là, tu vois, pour le coup cet été je le sens pas, et moi j'ai envie de voir un tel, et puis on sera très heureux de se retrouver plus tard, parce que vous avez mis dans la tête que parce que vous êtes mariés, il serait de bon ton ou bien de passer des vacances ensemble. Non, la vie fait quelquefois que ça se passe pas comme ça peut être écrit, hein. Il n'y a rien d'écrit. C'est vous qui inventez. Je pense à peu près comme vous, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui. Ouais, je vous soutiens, Katia. Un peu perdu là. Ouais, je vous soutiens à mort, à fond. Ouais. Passez des bonnes vacances, Katia. Merci d'avoir appelé, hein. Bonnes vacances à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et avant d'accueillir Florence à l'antenne, j'avais quelques réactions. Alors d'une part pour Muriel, hein, qui nous parlait de phobie sociale. Si Muriel, vous nous entendez encore, il y a Juliette qui a regardé une émission cet après-midi sur Énergie 12 que vous pouvez peut-être retrouver, vous savez, pour la voir de nouveau sur Internet, qui était sur les TOC, et il existe des cliniques spécialisées qui vous soignent tout en vous écoutant. Et puis également Muriel, on vous remercie de nous avoir appelés, parce qu'il y a Alexandre qui dit que son ami a exactement les mêmes phobies et que ça lui a fait beaucoup de bien d'entendre votre témoignage. Et enfin Florence qui vous conseille d'essayer la technique EMDR. C'est vrai que c'est une bonne idée pour débloquer le traumatisme. Et l'EMDR, c'est une méthode où on travaille avec les yeux. C'est le médecin David Servan-Schreiber qui a écrit sur cette technique et qui a écrit un très joli livre là-dessus. Voilà. Et puis également, alors concernant Stéphanie qui était un peu prise dans une relation sentimentale complexe avec des croyances. Il y a Gazelle qui est sophrologue et qui dit que cette méthode, la sophrologie, donc pourrait aider Stéphanie parce que ça lui permettrait de se mettre en contact avec ses ressentis, d'identifier ses croyances, sa manière de penser, de changer les lunettes, tout cela en douceur à son propre rythme, et il suffit de quelques séances individuelles et après elle peut intégrer un cours collectif. Voilà, et merci à Gazelle et merci à tous les auditeurs de vos bons conseils. Et tout de suite j'accueille Florence. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir Sophie, merci de m'accueillir. Je vous appelle, je sais pas trop par quoi commencer en fait. Je voulais que je vous aide. Hein. Vous êtes dans une relation un peu, voilà, ce que vous expliquez à Théo, hein, une relation avec une personne que vous avez retrouvée 12 ans après, hein, c'est ça ? Voilà. Oui, tout simplement par Internet. Et j'avais beaucoup hésité avant d'accepter ce contact parce que ça, c'était une relation qui, pour moi, s'était très mal passée. C'était une grande passion qui m'a détruite. Il y a d'ailleurs à l'époque. Mon fils était petit et a aussi très souffert par rapport à cette relation. Voilà quoi. Et donc mon gros défaut, c'est la curiosité. Et la curiosité m'a emportée. Donc j'ai été rejoindre cette personne. Donc l'année dernière. En fait, il vous a recontacté, hein, c'est ça ? Vous aviez plus de contact depuis 12 ans, ça s'était mal passé. C'est vous qui aviez rompu ?
C'est moi qui ai rompu, oui. D'accord. Tout après, vu la passion que j'avais, faire tout pour le récupérer. Enfin, ça a été une relation vraiment lamentable et j'ai vraiment une plume financière et mon fils aussi a beaucoup souffert de ça, quoi. Oui. Parce qu'on s'est vraiment retrouvé dans une misère terrible à l'époque, quoi. Donc jusqu'à, enfin bref. Ouais. Et là, quand vous dites, j'ai recraqué, vous savez pourquoi vous avez recraqué, Florence? Vous avez pu identifier Au fond de moi, oui. Je voulais me venger à l'époque et j'en avais pas les moyens de me venger. Ouais. J'avais des contacts pour me venger sur cette personne et en fait, n'ayant pas assez les moyens, tant mieux en fait, avec le recul, je n'ai pas pu le faire. Et en fait, j'avais des sentiments pour lui, mais cette vengeance par rapport à ce qui s'était passé par rapport à mon fils, certaines humiliations, c'était vraiment viscéral. Il fallait que je me venge, quoi. Et donc, 12 ans après, ne pensant plus à cette personne comme ça de temps en temps, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? La vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà. Seulement, le problème, c'est que je crois que je suis donc gravement malade. Et j'avais des symptômes qui faisaient que je n'étais plus la personne aussi costaud que j'étais. Donc, j'ai été le rejoindre et très vite, je me suis aperçue que c'était quelque chose de très minable. Donc en fait, c'est bien, au ça. départ, il m'a accueilli en me parlant que de politique. Et à un moment, me sentant mal, maintenant je savais quel symptôme j'avais, mais me sentant mal, j'ai voulu m'allonger, me reposer. Et en fait, la première chose, c'était il voulait un rapport sexuel, quoi. Donc j'ai trouvé ça extrêmement minable. Oui. Voilà, donc j'en suis arrivée là, je suis restée à peine 48 heures. Donc je suis remontée extrêmement mal, vu en plus ma maladie qui couvait sérieusement, quoi. Ouais. Et donc, on est quand même resté en contact. J'ai voulu faire le grand pardon quand j'ai appris que j'étais gravement malade, quoi, si je peux dire. Je l'ai appris au mois de janvier. Il est gravement malade, hein, c'est ça? Moi. Ah, vous, oui. Oui. Et voilà, donc j'ai voulu faire le grand pardon dans ma tête, quoi, voilà, par rapport à ce qu'on m'avait annoncé. Oui. Et en fait, donc, je lui ai répondu gentiment. Il y a eu des textos sympas entre nous, quoi. Voilà, et donc, quand j'ai vraiment dit que là, j'attaquais la chimio, que c'était autre chose, il voulait absolument venir. Et moi, je lui ai dit que non, c'était pas la peine, que j'étais bien entourée pour ça. Et que, je ne voulais pas qu'il me voie dégradée non plus, quoi. Enfin, bref, voilà. Et donc, il m'a promis de passer dans les 2 mois qui venaient. J'ai plus jamais eu de nouvelles, en fait. Donc, j'en ai pas vraiment souffert, j'y pensais. J'étais surtout blessée, mon amour propre, je pense. Oui. Et en fait, l'événement, c'est que il y a quelques jours, il m'a appelé. Encore pareil, ma curiosité a fait que j'ai décroché. Ouais. Et en fait, c'était pour me dire qu'en est-il depuis ton traitement de la dernière fois? J'ai dit mon traitement il continue. C'est extrêmement dur, je te le cache pas, quoi. Et en fait, il m'a dit, tout à coup, il m'a dit, tu sais, j'étais beaucoup aimée. Enfin bref, donc. Il a sorti le grand jeu, ouais. Oui, donc je suis devenue très froide et j'ai dit c'est très gentil de me le dire. Si ça peut te donner bonne conscience, c'est très bien. Il pense qu'à lui, en fait, hein, Florence. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Bah oui, il vous appelle quand il a besoin, il vous appelle, mais vous, pendant ce temps-là, vous traversez des ouragans, des tempêtes, et puis pendant 2 mois, pas signe de vie, puis tout d'un coup, tiens, si j'appelais Florence, tiens, je vais lui dire que je tiens un elle, mais je vais rien montrer, je vais rien prouver, je vais rien agi. Voilà. Non, mais quand même, Florence, non. Enfin, et le problème, c'est qu'en plus, vendredi 13, je suis pas du tout superstitieuse, mais je suis tombée sur un interne. C'est vrai qu'on est vendredi 13, je voulais le dire tout à l'heure. Oh, mais oui, je voulais dire surtout qu'on déprime pas, mais ça y est, c'est fini, regardez 0h55, on est samedi 14. Je suis tombée sur un interne qui, je me demande s'il s'est pas trompé de dossier en lisant mon résultat d'analyse, quoi, parce que là, je comprends plus. Parce que c'est mauvais, c'est ça, Florence? D'après ce qu'il me disait, oui, mais le problème, c'est que moi, le professeur m'avait dit que j'avais pas autant de nodules. Lui, il m'en a rajouté 2. Attendez de voir le professeur, Florence. Ouais. Attendez. C'est un interne en plus, donc. Oui, attendez d'avoir. Mais donc, oui. Il m'a dit votre pronostic est très mauvais, froidement comme ça. Donc moi, forcément, mon problème, c'est que j'ai tendance à prendre le bâton et me le mettre encore plus sur la tête, quoi. Bah oui. Ça fait donc, beaucoup. Donc je lui ai dit, mais je suis en train de mourir, dites-le moi, quoi. Et il m'a dit, écoutez, maintenant on ne souffre plus, on ne fait plus souffrir les gens. Et là j'ai écouté, j'ai une amie qui a travaillé 2 ans comme ça dans le service de cancérologie. À l'âge que j'ai, si je dois mourir, mon cœur lâchera pas. Et je vais souffrir le martyr. Donc si c'est ça, je peux passer à l'acte. Directement. Non, et là il a changé tout au tout. Ouais. Ah oui, il s'est rendu compte qu'il avait été pas très humain avec vous, là, pour le coup. Je sais pas. Bah donc... Non, mais Florence, là, vous lundi, vous verrez le professeur qui vous suit? Vous aurez des nouvelles? J'ai mon scanner au mois de septembre. Et oui, mais vous pouvez rappeler le professeur?
Avant Oui, ce serait bien. Non, restez pas. Je pense pas qu'elle m'aurait caché ces choses-là. Non, restez pas sur ce contact, Florence. C'est pas bien là. Non. Parce que depuis quelque temps, je pensais franchement à passer à l'acte pour de vrai, quoi. Non. Et je deviens un peu horrible avec mon entourage. Bon, j'ai un fils de 21 ans et je lui ai dit un jour, écoute, ne m'en veux pas si un jour je suis plus là parce que j'aurais peut-être pas le courage d'aller jusqu'au bout, quoi. Et j'ai un petit-fils qui est adorable et quand je le vois, je suis très heureuse, forcément, quand je croise son regard, mais je me dis, le pauvre enfant, je vais mourir et il va souffrir à cause de moi, quoi. Donc j'ai des envies de fuite. Oui, c'est normal. Non, Florence, c'est normal, mais... C'est normal, ça ? Oui, bien sûr que c'est normal. Attendez, vous vivez une situation super complexe, super douloureuse, que vous ayez envie de prendre vos jambes à votre cou. Voilà, c'est humain. Voilà, quand on dit c'est normal, c'est que c'est humain et on n'est encore une fois pas des robots. C'est humain, mais attention, parce que non, votre fils, vous pouvez lui donner une chance de vous accompagner et vous allez lui donner la chance de grandir avec vous. La maladie, c'est un chemin. C'est un chemin douloureux, mais c'est un chemin. C'est un chemin avec vous, avec votre fils, avec votre entourage. Par contre, il faut enlever toutes les mauvaises énergies, et notamment cet homme. Vous avez bien fait de mettre l'interne face à ses propos. C'est bien. Je trouve que vous avez été courageuse et vous lui avez bien parlé. J'ai trouvé tellement ça pas minable, mais dérisoire, je ne sais pas comment dire. Ouais, non, Florence, je vous souhaite et je vous invite à contacter le professeur assez rapidement lundi et à pas rester comme ça, à rester bien douce avec vous. Soyez douce avec vous. Là, vous en avez bien besoin. Bah oui, c'est difficile. Je vous souhaite bon courage, Katia, parce que malheureusement l'émission touche à sa fin, mais si la semaine prochaine vous vous sentez pas bien, je suis là et rappelez-nous, je vous écouterai avec plaisir. Bon courage. Merci les personnes du standard qui sont vraiment très très... Oui, adorables, oui, ils vous écoutent là derrière la vitre, ils vous embrassent et on vous a envoyé un baiser. Courage à vous, bonne chance. Bonsoir. Et bonne nuit à vous tous. Bonne nuit. Au revoir. Et voilà, c'est l'heure maintenant de se quitter. Fin de semaine, je vais vous retrouver lundi avec beaucoup de plaisir. Il y a Neuch qui nous a envoyé un très très joli mail et toute l'équipe le remercie. Il nous dit c'est fou ce que l'on peut retrouver de sa propre histoire dans toutes celles que l'on nous raconte ici. Eh bien, c'est justement le but de cette émission et pour vous laisser avec une petite noisette pour le week-end à décortiquer tranquillement dans votre petit nid. Il y a une très belle citation de Daniel Pénac qui dit « Quand tout est fichu, il y a encore le courage ». Alors si dans le week-end vous vous dites que tout est fichu, surtout n'oubliez pas le courage. Allez, bonne et douce nuit.